Bienvenue pour ce troisième live des experts. En février, on a eu l'occasion d'explorer le Canada de l'Est à l'Ouest et aujourd'hui, on vous propose une plongée dans la Colombie avec Terra Colombia. Donc ce format live des experts, c'est un petit rendez-vous mensuel de 30 minutes, 40 minutes. Notre objectif, c'est de vous présenter nos destinations sur des thématiques différentes. Parfois une présentation générale de la destination, mais ça peut être également des thématiques précises. Donc, comme aujourd'hui, on vous présente les destinations moins connues et plus authentiques de la Colombie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Judith, donc coordinatrice générale pour Terra Panamérica. Et mon rôle est voilà, d'être votre contact pour nos agences. Hop, je me permets, je continue d'admettre tout le monde au fur et à mesure et puis d'éteindre quelques micros pour votre tranquillité, votre confort. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions sur nos destinations, si vous souhaitez contacter une agence mais vous n'avez pas le contact, je suis là pour vous. En tout cas, aujourd'hui, on est avec l'agence Terra Colombia, avec Emeline Buteau qui est gérante de Terra Colombia et avec Amélia Serron qui est conceptrice voyage. Elles vont donc nous parler des secrets cachés de la Colombie. C'est une plongée dans les régions moins connues de la Colombie et dans des alternatives au circuit classique. Bonjour Emeline, bonjour Amélia. Bonjour, Comment allez-vous? merci de petite introduction et bonjour à tous. Merci de participer à notre premier webinaire de l'année. On va justement vous présenter des régions en effet méconnues que vous pourrez proposer à vos voyageurs. Alors, donc, on va commencer par vous présenter rapidement l'agence. Ensuite, on vous parlera dans une première partie vraiment des régions méconnues, hors sentier battu, plus isolées, et ensuite des régions classiques, mais revisitées autrement, et ensuite quelques conseils voyage, et puis bien sûr, on finira par des questions-réponses. Donc, premièrement, voilà, pour que vous vous mettiez des visages sur notre équipe, voici l'équipe purement féminine de Terra Colombia, donc quatre conceptrices voyage, une comptable, Laura, Carolina, responsable administrative, et moi-même, la gérante de l'agence. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la Colombie, on va pas parler de la Colombie classique aujourd'hui, mais un circuit classique en Colombie, on arrive à Bogota. On passe, pour ceux qui sont intéressés, de découvrir Medellín, qui est la deuxième plus grande ville du pays. Il passe par Medellín, la région du café, qui est un incontournable, et on finit en général à Carthagène, puis sur les îles pour quelques jours de balnéaire. Ça, c'est un circuit classique. Nous, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de proposer des régions beaucoup moins connues pour des voyageurs qui voudraient découvrir la Colombie autrement, des régions moins touristiques, ce qui implique aussi moins accessible forcément. Et donc, on va commencer tout de suite par la première destination. Moi, je vais commencer par vous présenter le Choco, ou aussi nommé la côte Pacifique, la région du Pacifique. Donc, ça va être toute la côte ouest de la Colombie. Pour y accéder, on peut soit aller à Ñuquy, soit à Bahia Solano. C'est deux villes où on y accède depuis l'aéroport national de Medellín. Donc, c'est des vols plutôt des petits avions. Et depuis Ñuquy, donc pour arriver aux hôtels, on peut prendre le bateau qui vous amène du coup aux hôtels qui sont situés sur une autre plage. Et depuis Bahia Solano, c'est plutôt un Duster, une voiture basique qui vous amène jusqu'à vos hôtels. Ensuite, pour les hôtels, donc là, on va avoir différentes options. À Bahia Solano, on a une option un petit peu plus luxe, on va dire, pour cette région-là en tout cas. Donc, c'est des hôtels en général plus avec un confort assez simple, assez basique, mais notre hôtel à El Almeral reste un très bon hôtel. Et pour Gnocchi, donc on a la Baïka, Piedra Lodge ou la Cuca, qui sont des très bons hôtels avec qui on a l'habitude de travailler, qui ont un confort quand même assez basique. En termes d'activité, donc on a deux saisons principales dans la région du Pacifique. Il y a la saison des baleines qui va être de juillet à septembre. En général, ça peut se terminer jusqu'à début mi-octobre, mais ça va pas aller plus loin. Et la saison des tortues qui est d'octobre à décembre. Donc pendant la saison des baleines, on va avoir plutôt des activités où on observe des baleines,
où ça va être plusieurs sorties en mer pour justement aller les observer. Et à l'inverse, pendant la saison des tortues, on va plutôt rester sur Terre pour observer, par exemple, pendant la nuit, les tortues qui viennent pondre leurs œufs, ou bien dans la journée, voir les bébés tortues éclore. Ensuite, on a des activités qui peuvent se faire toute l'année. Donc là, ça va être l'observation d'oiseaux, des randonnées dans la jungle ou des rencontres locales avec les communautés du Choco. On a également aussi découvert une activité récemment grâce à Emeline et Océane qui sont allés au Salon du tourisme à Anato, qui est le plus grand d'Amérique latine. Donc dans ce salon, elles ont parlé avec nos prestataires qui ont dit justement que ils souhaitaient mettre en place une nouvelle activité qui est l'observation des requins-baleines. Et celle-ci se ferait plutôt d'avril à mai. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, on ne la propose pas encore, mais on espère pouvoir la proposer au- durant l'année. Et sinon, pour la côte Pacifique, donc en général, c'est des séjours plutôt de 4 à 5 jours, histoire de voir le principal de la région. Et en termes de guides, donc c'est des guides hispanophones et pour les anglophones et francophones, ça sera plutôt sous réserve de disponibilité. Petite précision, pardon, mais pour l'observation de tout ce qui est animaux, sachez que c'est fait vraiment dans le respect des animaux. L'observation de baleines, c'est des tout petits bateaux à petite capacité où les prestataires respectent les distances avec les animaux. Et l'observation de tortues, c'est dans le cadre de projets de préservation. En fait, les hôtels de la région qui récoltent les œufs pour les protéger des prédateurs, puis les relâchent. Là, pour dire que c'est vraiment dans un souci de préservation des animaux et dans le respect total de la faune. Alors, la deuxième région dont on va vous parler et qui est vraiment peu connue pour le coup, c'est le Guaviare. Le Guaviare qui est situé ici, donc aux portes de l'Amazonie, toute cette région-là, tout le sud du pays, tout ça c'est la forêt amazonienne, donc on est vraiment aux portes de la forêt amazonienne. On y accède en vol uniquement depuis Bogota avec une fréquence de 3 vols par semaine. Et ensuite, sur place, on se déplace en voiture, donc par transport terrestre. C'est des distances qui sont assez longues parce que c'est un territoire qui est assez étendu. Donc, il faut être conscient qu'il y a quelques heures de route par jour. Au niveau des hôtels, on a très peu d'offres d'hôtels. On n'a pas d'hôtel haut de gamme. Très important de le préciser. Le plus haut de gamme qu'on peut proposer, c'est le Quinto Nivel, qui est, disons, un 3 étoiles supérieur qui est voilà, qui a tout le confort basique, petit déjeuner inclus, salle de bain privative, un jacuzzi même sur le rooftop. Mais c'est un service, voilà, c'est basique, c'est un José del Guaviare, donc qui est la ville où on atterrit. C'est une ville, mais qui a un aspect de petit village au milieu de nulle part. Et le Portico Suite, qui est un petit 2 étoiles, mais qui a l'avantage d'avoir une piscine. Il fait relativement chaud dans la région, donc ça peut être intéressant d'avoir une piscine, mais comme vous voyez, les chambres sont relativement simples. Au niveau des activités, donc les saison des pluies, saison sèche, alors on vous a mis par écrit les différentes saisons. Sachez, et on le répète souvent, que ces dernières années, les saisons des pluies sont beaucoup moins marquées qu'avant. Donc il y a des saisons qui sont plus pluvieuses. Par exemple, dans le Guaviare, la saison des pluies d'avril à novembre, en effet, il pleut plus à cette période-là, mais il n'est pas rare de voir de la pluie en saison sèche ou d'avoir des mois complètement secs en saison des pluies. C'est vraiment important de le préciser parce que pour voilà, des voyageurs qui seraient très à cheval, on veut pas de pluie, etc., il peut y avoir de la pluie à n'importe quand, n'importe quel moment de l'année, pardon. Mais il y aura plus de pluie, par exemple, là d'avril à novembre et moins de décembre à mars. Donc, le Guaviare, c'est une très belle alternative à l'Amazonie. On peut y faire à peu près les mêmes activités. En fait, vous êtes vraiment dans des paysages qui commencent à ressembler à la forêt amazonienne. On est dans un début de forêt vierge. Euh, Vous pouvez observer, donc faire de l'observation d'oiseaux, l'observation des dauphins roses, qu'on peut également voir en Amazonie, tout un tas de balades, de cascades. Vous pouvez même à vous rendre dans différentes rivières qui s'apparentent à Caño Cristales, dont Amélia vous parlera juste après, et qui
entre juin et novembre, prennent ces couleurs dues aux algues aquatiques, donc des couleurs roses, rouges, qui vraiment sont exactement les mêmes couleurs que à Canio Cristales, mais dans le Guaviare. Vous avez aussi, dans un des seuls endroits du pays où on peut voir énormément de peintures rupestres et beaucoup de formations géologiques. Donc pareil, c'est une région axée très nature, observation d'animaux. Le niveau de marche, il y a beaucoup de marches possibles et de randonnées. Ce ne sont pas des randonnées difficiles. On peut faire un maximum de 4 heures de marche par jour, pas énormément dénivelé, donc c'est vraiment accessible pour tous. Et on fait aussi sur 4 à 5 jours. Pour information, toutes les régions là qu'on va vous présenter, qui se font sur 4 5 jours, c'est vraiment ce nous, on appelle des modules, donc tout est inclus. C'est-à-dire que vous avez la pension complète, les hôtels, les guides, les excursions, etc. C'est un package, voilà, tout ce qu'on va vous présenter jusque-là. Donc 4 5 jours, c'est une bonne durée pour visiter le Guaviare. Donc maintenant, je vais vous parler du Canyon Cristales. Comme disait Emeline, dans le Guaviare, on a déjà un début d'idée de la rivière colorée qui se trouve au Canyon Cristales et qu'on a l'habitude de voir un peu. Donc pour le Canyon Cristales, on voit que c'est pas très très loin du Guaviare. On y accède depuis l'aéroport de la Macarena. Il y a des vols depuis Bogota, Medellín ou Cali. Donc il n'y aura pas des fréquences tous les jours comme pour le Guaviare. On a en général le lundi, mercredi pour que ce soit Bogota, Medellín ou Cali et le vendredi pour Bogota, plus les week-ends. Là-bas, on a aussi pas mal de transports. On alterne, on va dire, entre le bateau et la voiture. Donc là, on va voir, par exemple, quand vous arrivez, bah, bien sûr, on vient vous récupérer pour vous emmener à votre hôtel. Et par exemple, pour certains hôtels, on pourrait y accéder depuis avec le bateau. Donc là, au contraire justement du Goviare, on a une option un petit peu plus luxe qui va être la Manigua. Donc cette option-là, justement, il faut prendre un bateau pour pouvoir y accéder. C'est un peu plus éloigné du centre-ville, mais par contre, c'est très confortable, c'est plutôt joli. Donc ça garde un bon charme, en tout cas, de l'hébergement. Ensuite, on a des options plus proches du centre-ville. Donc on a Macolombia qui et encore un peu en forêt, et La Fuente, qui est un hôtel vraiment dans le centre-ville. C'est une option plus basique. Le confort est assez simple. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a une piscine, comme disait Amy, que ce soit le Guaviare ou le Canyon Cristales. On est toujours heureux quand il y a une piscine parce qu'il fait quand même assez chaud. Pardon, une petite précision. Le Manigua, c'est vraiment le top dans la région. C'est le meilleur hôtel haut de gamme. Et il faut savoir qu'il y a une énorme différence de prix. Donc, pareil, c'est pas pour tous les budgets entre La Fuente, qui est un hôtel très basique, comme vous pouvez le voir, et le Manigua Lodge, qui est vraiment un service au top et qui donc pratique des tarifs beaucoup plus élevés que les deux autres. Pardon. Ok. Et pour les activités, donc on a la saison ouverte en fait où on peut voir la rivière colorée. Ça va être principalement de juin à novembre. Donc c'est là où les algues vont proliférer, du coup on va pouvoir plus facilement les voir. À savoir que c'est quand même un endroit bien préservé. Donc c'est-à-dire qu'on peut se baigner dans la rivière, mais pas exactement aux endroits où il y a les algues, parce que le but c'est de pouvoir les protéger. Mais il y a certains endroits où il y a un peu des sortes de petites cascades ou des, des- une rivière mais éloignée des algues, on pourra se baigner et profiter justement. Le Canyon Cristales, donc ça va être pas mal de randonnées également pour justement accéder à la rivière ou aux cascades. Et en général, on va prendre le bateau et du coup, pendant tout le trajet en bateau, en fait, on va pouvoir voir différents animaux. Comme là, ici en bas, on peut voir un caïman. Euh, on a différents animaux qu'on peut voir. On peut voir des oiseaux, les oiseaux typiques de la région, des iguanes, des tortues. Donc c'est assez intéressant niveau faune et flore. Et on a également des rencontres locales. Donc il y a par exemple la découverte d'un genre musical typique de la région, on va dire un peu plus grande, avec les Llanos et le Caño Cristales, qui va être le Joropo. Cette région-là, on la visite en 3 4 jours. On peut la faire en 3 jours. Ça va être assez
court et intense, parce que du coup, le but, ça va vraiment être de voir la rivière et d'essayer d'en voir un peu le plus en 3 jours. Et ça va dépendre également des vols. On peut aussi l'avoir en 4 jours, ce qui va être pratique parce que du coup, on va pouvoir rester un peu plus longtemps, profiter plus de cette région. Et à savoir que si jamais on n'a pas de vol entre Bogota et Caño Cristales, il est également possible par la route d'accéder à Villavicencio, qui est une ville où justement il y a des vols tous les jours pour le Caño Cristales. Et sachez que les vols sortent, les horaires et les tarifs sortent 3, 4 mois avant, donc c'est très court. Donc on ne peut pas vous donner les horaires précis. En général, c'est toujours des vols qui partent tôt le matin, mais on n'aura pas les horaires précis 6 mois à l'avance. Alors, l'Amazonie, qui n'est pas si cachée que ça, parce que la Colombie est quand même connue pour sa partie Amazonie, mais tout de même, donc pour que vous vous rendiez compte, la partie qui est praticable, où on peut se rendre, c'est vraiment le petit point tout au sud du pays, vraiment enclavé entre le Pérou et le Brésil. Toute cette partie-là, c'est vraiment de la forêt vierge. Il n'y a pas même pas de route. Donc, on y accède uniquement par vol depuis Bogota, donc Bogota, Leticia, Leticia, Bogota. Et lorsque vous arrivez, lorsque les voyageurs arrivent à l'aéroport de Bogota, l'accompagnateur local les attend. Et en fonction de l'hôtel, soit ils prennent un taxi si c'est un hôtel qui est proche de Laetitia dans la ville ou accessible par la route. Mais la plupart des hôtels avec lesquels on travaille et des lodges, il faut prendre une lancha, donc un bateau sur le fleuve Amazon. Alors, nos hôtels de la région, nos deux hits, c'est le Nomad Lodge et le Kalanoa Lodge, qui sont les deux super options haut de gamme dans la région. Le Nomad Lodge c'est une cabane uniquement. Il est en train d'en construire une deuxième, mais c'est une cabane ultra luxe, comme vous pouvez le voir, très bien aménagé. Le service est top, la cuisine est incroyable. Le Lodge est un peu éloigné, donc il est à Puerto Nariño. Il faut faire entre 2 heures et 2 heures et demie de bateau pour arriver à Puerto Nariño depuis Leticia et ensuite prendre un transport terrestre pour y arriver. Donc ça se mérite. Mais franchement, tous les voyageurs qu'on a envoyés là-bas en sont revenus absolument ravis. Un service vraiment exclusif parce qu'il y a une seule cabane. Et ensuite, le Kalanoa Lodge, avec qui on travaille depuis leur ouverture, qui pour le coup a une capacité un peu plus grande. Ils ont une dizaine de cabanes, dont deux dans les arbres, deux très grandes avec étage et quatre qui sont comme celle-ci face au fleuve Amazon. Pareil, avec un confort. Alors attention, on parle quand même d'hôtels qui sont en plein milieu de la forêt amazonienne. Il faut en avoir conscience et on se rend compte qu'il y a beaucoup de voyageurs quand ils ont le fantasme d'aller en Amazonie, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça représente. On est vraiment au milieu de la forêt amazonienne. Il y a des bêtes qui peuvent rentrer, il y a des insectes. Voilà, donc à bien préciser quand on vous demande l'Amazonie. Mais une fois qu'on a accepté ça, et aussi la pluie, parce que c'est une région où qui est très humide, tout comme le Choco, ces deux options-là d'hôtels sont vraiment les meilleures options, les hôtels les plus haut de gamme qu'on peut vous proposer dans la région. Et ensuite, on a le Tanimboka à Laetitia, donc qui est accessible par la route, qui est tout proche de Laetitia à 20 minutes en voiture, et le Amazon BNB Laetitia, qui pour le coup est un hôtel qu'on utilise plus si il y a des vols plutôt le soir. Sachez que les bateaux ne peuvent pas partir après 13 heures. Donc c'est pour ça qu'on essaye, en fonction des horaires de vol, mais de proposer des vols le matin pour que les voyageurs puissent arriver directement à l'hôtel. Mais il y a aussi des vols le soir. Donc suivant le programme, on propose qu'ils passent une nuit à Amazon BNB qui est à Laetitia et partir le lendemain, prendre le bateau pour se rendre à leur autre hôtel. Activités, donc on propose enfin, voilà, des randonnées partout. Là, vous pouvez voir Océane, notre collègue qui est partie en voyage de reconnaissance au mois de novembre. Euh, Énormément de faune. On a des observations de grenouilles, de paresseux, de singes, d'oiseaux, dauphins roses. Vraiment une incroyable diversité d'animaux, des balades sur le fleuve. On peut aller du côté Pérou pour découvrir aussi les communautés. Donc, plutôt pour les personnes axées rencontres locales, on a des communautés
Côté Colombie, côté Pérou, des randonnées nocturnes, ça c'est tous les hôtels proposent ces activités-là. Donc pareil, c'est pas pour tout le monde. Il faut être conscient qu'on va avoir des grosses tarentules, des serpents, etc. Mais c'est vraiment très chouette. Les saisons des pluies donc sont la saison des pluies de février à juillet et la saison sèche plutôt août-septembre. Sur place, on a des traducteurs en anglais et en français, toujours sous réserve de disponibilité. Comme vous l'avez compris, ce sont des régions qui sont très isolées. On a très peu de traducteurs francophones et un peu plus anglophones, mais sur place. Si on s'y prend bien à l'avance, on peut avoir bien sûr des disponibilités. Et sinon, si les voyageurs veulent absolument un traducteur, il faut qu'on fasse venir quelqu'un de Bogota, ce qui forcément rajoute un prix au budget. Donc maintenant, je vais vous parler du Putumayo, qui est un peu surnommé comme la porte d'entrée de l'Amazonie. C'est une région qu'on a récemment ouverte suite à un voyage de notre collègue Marie. Et donc, on a quelques expériences sur place qui vont être axées nature. Donc, pour y accéder, ça va être depuis Bogota, uniquement jusqu'à Villa Garzón ou Puerto Asís, qui sont deux aéroports donc situés justement ici donc, dans le Putumayo. Ensuite, sur place, on va accéder aux différents lieux de visite par la voie terrestre, donc en voiture. En termes d'hôtels, on a trois hôtels différents. Ça va être un peu comme l'Amazonie, mais là, on n'aura pas vraiment d'option luxe. Ça va plutôt être du type un confort assez sommaire, des hôtels de bonne qualité, de confort. Mais voilà, on va pas monter sur un confort plus luxe sur trois régions différentes. Donc, on a la réserve d'Antayaco à Mocoa. On peut également observer des animaux. Vu que c'est une réserve, en fait, il y a pas mal de possibilités aux alentours. On a le Donde se oculta el sol. Celui-ci aussi, en fait, c'est une réserve, donc on aura des cascades aux alentours, observation de faune et de flore. Et l'hôtel Kofan, un peu plus basique, mais qui reste très bien. En termes d'activité, donc on a différentes saisons également. Comme disait Emeline, il faut bien penser que des fois, bien qu'on est en saison des pluies, il peut y avoir un mois sec ou l'inverse en saison sèche. Les saisons des pluies sont principalement entre mars et juin et entre septembre et novembre. Et la saison sèche entre décembre et février et juillet et août. Sur place, on a beaucoup d'observations de la nature, donc des animaux, d'observations nocturnes également pour voir justement les amphibiens, les araignées, les serpents, euh, toutes ces espèces qu'on peut également voir en Amazonie. Bien sûr, ça ne sera pas forcément tout le temps les mêmes espèces parce qu'il y a certaines espèces qui sont endémiques de certaines régions. Et on a aussi beaucoup de randonnées, donc là, ça va être pour accéder aux cascades. C'est une région où il y a justement beaucoup de cascades, dont une qui est très connue, qui est celle-ci, qui s'appelle la cascade de la fin du monde. C'est une très jolie cascade qu'a pu voir Marie. Et sur place, donc on va vraiment se concentrer sur des activités très nature. Ça va être un peu aussi un endroit de retraite parce qu'on n'aura pas forcément beaucoup de connexions. Donc pour tout ce qui va être nature, ça va être parfait. En termes de guides, on peut avoir des guides anglophones et francophones, mais ça va vraiment être sous réserve de disponibilité parce que parfois, comme disait Emeline, on peut avoir besoin qu'ils viennent d'autres régions comme... alors là, où il y a une région un peu plus proche qui va être San Agustín, par exemple, où on peut les faire venir d'ici, mais c'est quand même à prévoir avec pas mal de temps d'avance. C'est une région qui se combine bien justement quand les clients veulent découvrir l'Amazonie, mais veulent aussi découvrir par exemple San Agustín parce qu'ensuite ils peuvent continuer sur la voie terrestre. Et ça se visite en général en 4-5 jours. Attention, précision, c'est une région qui n'est vraiment pas touristique, qui est très peu développée. Donc, c'est pour un profil voyageur plutôt route, je dirais. Si vous avez des voyageurs qui veulent découvrir l'Amazonie, mais avoir un minimum de confort, Amazonie ou Guaviare. Si vous avez des voyageurs hyper aventure, découverte et qui s'en fichent un peu de leur confort, qui n'auront pas de réseau et ça leur va très bien. Le Putumayo est une super option, mais c'est vraiment pas adapté pour tout le monde.
Alors, on passe à la région des Llanos, mon petit coup de cœur personnel. Donc, les Llanos, ça se situe ici, au nord-est de Bogota. La ville d'arrivée est Yopal. On y accède par vol depuis Bogota, Medellín et Cali. Et ensuite, sur place, on se déplace en 4x4. Qu'on va voir sûrement sur une photo, peut-être après. Il y a beaucoup de routes. Donc les Llanos, ce sont des immenses plaines à perte de vue. Donc il y a beaucoup de routes. Les hôtels de la région, on a une option très luxe, c'est le Savannah Lodge qui est à 1 heure et demie de Yopal, qui se compose de 7 8 petits bungalows comme ceci, avec chacun leur piscine privée, leur terrasse. Les clients sont équipés de talkie-walkie. Dès qu'ils ont un besoin, une question, ils peuvent parler et quelqu'un de la réception vient les voir. Le lodge est situé au bord du fleuve, donc voilà, c'est vraiment un hôtel très luxe, un super service, une nourriture très élaborée, mais vous avez moins le côté immersion dans la culture llanera, donc la culture des llanos. Si voilà, pour des personnes qui voudraient découvrir un petit peu les llanos, faire que quelques observations d'animaux safari, on a une option de safari aérien avec un trike. C'est un espèce de petit, c'est pas un avion, mais à moteur pour faire un safari. J'ai eu la chance de le faire, de le découvrir, où vous pouvez descendre très bas au-dessus des différents points d'eau pour observer tous les animaux. C'est une expérience incroyable. Mais voilà, vous n'êtes pas immergé, vous n'allez pas faire des safaris tous les jours. C'est plutôt pour des personnes qui voudraient aussi se reposer et avoir tout leur confort au niveau de l'hôtellerie. Maintenant, pour les personnes qui veulent absolument être immergées dans la culture, voir énormément d'animaux, c'est une région qui est super adaptée pour les photographes, les passionnés d'animaux, etc. On a la réserve El Encanto de Guanapalo, où on a trois différents atolls. Donc là, on vous en a présenté deux, le Atolls à Laura et Atolls Montana, qui ont des très petites capacités, donc il y a 3 4 chambres à chaque fois. Ils sont vraiment en plein milieu de la réserve. Donc quand vous êtes à l'hôtel, vous êtes à l'hôtel. Vous ne pouvez pas sortir et quand vous sortez, vous avez les capybaras et les caïmans aux alentours. Et le Casa Cumbres, qui est un hôtel qui est à Yopal, qu'on utilise en fonction des horaires de vol, soit pour la première nuit, soit pour la dernière nuit, avant de reprendre l'avion. Casa Cumbres, il y a une piscine. C'est un hôtel qui un bon 3 étoiles supérieur, la nourriture est sympa, le service est top. Ça peut être aussi une option pour les personnes qui voudraient découvrir cette région, qui n'ont pas forcément le budget pour le Savannah Lodge, qui est relativement onéreux, mais qui voudraient avoir un minimum de confort. Ils peuvent faire les allers-retours. Après, ça fait un peu plus de route par jour, mais être basé à Yopal et aller faire les allers-retours aux différentes activités. Alors que quand vous êtes dans les deux atolls ici au milieu, vous êtes vraiment au cœur de l'action et en plein milieu des animaux et de la faune et la flore. Donc voilà, les véhicules qu'on a, ce sont ceux-ci, vraiment des véhicules qui ressemblent aux véhicules de safari africains. Alors bien sûr, vous verrez pas les mêmes animaux. Donc l'animal phare, c'est le capybara, ici le plus gros rongeur qui existe. Les saisons, donc saison sèche, décembre-mars, saison des pluies, avril-novembre. Là où on voit le plus d'animaux, c'est plutôt entre novembre et février, même si, attention, vous en voyez toute l'année. Mais il y a des différences aussi, par exemple, en saison des pluies. Vous allez voir beaucoup plus d'oiseaux et des oiseaux endémiques de la région qui sont présents, des oiseaux aussi migrateurs qui sont là pendant la saison des pluies, mais qui ne sont plus là ou plus difficilement observables pendant la saison sèche. Donc, on vous propose des safaris à 4x4 comme ceci, mais aussi des safaris à cheval. On vous propose, donc là, c'est moi sur mon petit cheval qui aidait à rentrer le bétail, enfin à changer le bétail d'un champ à l'autre. Donc, les Llanos, c'est vraiment la région des cow-boys colombiens, c'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. C'est une culture complètement différente de tout ce qu'on peut voir dans les autres régions. C'est vraiment les cow-boys, quoi. Ils se déplacent à cheval, ils travaillent le cuir, ils ont le bétail. Donc, en vrai, on découvre la vraie culture et on s'immerge dans la culture llanera, la culture des cow-boys.
Au niveau des rencontres culturelles aussi, vous pouvez aller dans la finca d'un monsieur qui a gagné le prix du meilleur llanero, donc du meilleur cow-boy, il y a 20 ans, et qui est une personne passionnante qui vous raconte ses exploits, qu'est-ce que c'est que la vie d'un llanero. C'est vraiment, je vous dis, c'est mon coup de cœur personnel. C'est une région voilà, complètement différente de ce qu'on peut s'imaginer, de ce qu'on pourrait voir en Colombie. Plein de choses à faire, des balades sur le fleuve aussi pour observer les oiseaux et tout un tas d'animaux. Sur place, on a une guide francophone donc qui est encore une fois sous réserve de disponibilité. C'est une guide allemande donc qui parle aussi couramment allemand et anglais. Et pour des personnes qui voudraient une traduction en anglais, on a un peu plus d'options. Mais encore une fois, plus on s'y prend à l'avance, plus on aura de chance d'avoir un guide disponible directement sur place. Donc voilà, maintenant qu'on a vu toutes les régions un peu reculées, les secrets cachés purs de la Colombie, on va pouvoir découvrir les classiques revisités. Donc là, on va vraiment parler d'alternatives aux lieux classiques. Donc par exemple, quand on a l'habitude de faire les incontournables, Bogota, Medellín, région du café, donc on va voir quelques alternatives sur ce type de circuit-là pour éviter le tourisme de masse. Donc, premier exemple, entre Bogota et Villa de Leyva, qui est un petit village au nord de Bogota, ce qui apparaît dans tous les guides, c'est la cathédrale de sel Zipaquirá, qui est superbe, Amélia la connaît, mais qui est devenue extrêmement touristique et que nous, on ne veut plus proposer parce que c'est devenu un réel centre commercial autour. Euh, enfin, pour vous proposer une alternative. Cinderella, qui est partie au mois de novembre en reconnaissance dans la région, a découvert deux options. Donc, l'une est Tabio, l'autre est Vente Quemada. Donc, à Tabio, c'est une agence de femmes qui propose des visites en immersion donc c'est un petit village qui est à 45 minutes au nord de Bogota, où vous pouvez aller travailler la terre avec les paysans, faire les récoltes, découvrir les fruits et légumes locaux, découvrir le petit village de Tabio, qui est un village vraiment absolument pas touristique. On propose un graffiti tour, aller à la rencontre de différents types d'artisanat local, principalement mené par des femmes. Et sur une autre route, à 1 heure et demie de Bogota, vous avez Vente Quemada, où on a découvert deux nouvelles activités. La première, qui est celle-ci, on voit Cinderella qui récolte des pommes de terre. On a découvert une famille qui, depuis des générations, se dédie à la culture de la pomme de terre, à une infinité de types de pommes de terre. Donc pareil, vous allez dans le champ, vous découvrez la culture de la famille. C'est vraiment une activité top, authentique, et vraiment, vous ne croiserez pas un autre touriste en même temps. Et juste à côté, à 1 quart d'heure, un atelier de poncho, encore une fois familial, tenu par des femmes, où vous pouvez vous exercer au tissage du poncho, voir voilà, tout le processus de fabrication. Donc des activités plutôt tournées autour de la rencontre, de l'échange et de l'artisanat. Donc, dans le circuit un peu classique, on a l'habitude souvent de passer dans la région du café et de découvrir la vallée de Cocora. Alors, la vallée de Cocora, c'est très joli, on voit les palmiers de cire, donc les arbres typiques de Colombie, mais c'est vrai que c'est devenu extrêmement touristique, d'autant plus en haute saison. Et on a une très bonne option qu'avaient découvert Marie et Marius il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est à Salamina. Donc, Salamina, c'est un très joli village où on peut voir, on peut déguster des fruits. Il y a un peu des activités typiques qu'on va retrouver en fait dans la région du café, donc une finca de café, un tour gastronomique où on va découvrir justement les spécialités de Salamina, une finca de panela. Donc la panela, pardon, c'est le sucre roux de Colombie. Et on a bien sûr des randonnées ou balades à cheval dans la vallée de las Samarias. Donc la vallée de las Samarias, c'est justement la vallée où il y a les palmiers de cire, donc les arbres typiques. À savoir que Salamina, c'est à peu près à 6 heures de route de Medellín. C'est à 2 heures de route de Manizales. Et en fait, quand on veut aller à Salamina, soit par exemple les voyageurs veulent le faire d'une traite et donc faire Medellín, Salamina d'un seul coup, ou on pourra faire justement un arrêt dans un village qui va être Haradjin, dont par exemple je vais vous parler juste après.
Une alternative à Carthagène, donc comme on le disait au tout début, Carthagène, c'est la ville qu'on intègre dans 99,9% des circuits, notamment parce qu'on peut reprendre des vols retour internationaux depuis Carthagène, mais aussi pour les personnes qui veulent terminer avec du balnéaire. Carthagène, vous l'explique très régulièrement, c'est une ville très 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 touristique. C'est une ville très charmante avec une architecture coloniale. C'est très chouette de se balader dans les villes, mais notamment en saison haute, décembre, janvier, à la Semaine Sainte, en avril. Et en plus, il fait très chaud. Et quand il y a beaucoup de monde, ça peut vite devenir oppressant. Une alternative géniale, mon deuxième coup de cœur personnel, c'est Mompox. C'est un petit village qui est dans les terres, à 5 heures de route de Carthagène et de Santa Marta. Donc, Santa Marta et Carthagène sont sur la côte. Si on descend dans les terres, on retrouve Mompox, qui est un petit village qui a notamment inspiré Gabriel Garcia Marquez pour écrire Cent ans de solitude. C'est un village colonial, on retrouve vraiment le même type d'architecture, mais c'est un village, il est difficilement accessible, en fait, comme un peu toutes ces régions qu'on vous propose. Forcément, quand c'est moins accessible, il y a moins de tourisme. Et vous pouvez y faire tout un tas de choses. On a un super prestataire local qui parle français en plus. Des ateliers donc de chaises locales, qui est vraiment la spécialité de la région pour les personnes qui veulent observer la faune et la flore. On a un tour de la ciénaga, donc en français, des marécages. On peut faire de l'observation d'oiseaux, d'animaux. On peut aussi, Mompox est au bord du fleuve Magdalena, donc le plus grand fleuve du pays. Faire également des tours en bateau, apéritifs au coucher de soleil, voilà, on peut vous proposer énormément de choses. Des city tours, l'atelier d'orfèvrerie qui est la deuxième spécialité de la région, où vous pouvez soit faire de l'observation, soit vous-même créer votre petit bijou et repartir avec. Des balades à cheval, fabrication de fromages typiques, vraiment tout un tas d'activités pareilles, axées sur la rencontre, l'artisanat. Et vous allez vraiment découvrir la culture de Mompox. Et vous verrez que Mompox, c'est un village très calme, très tranquille, où on a l'impression que le temps s'arrête. Et c'est très agréable comparé à la folie de Carthagène. Donc maintenant, je vais vous parler de Hardin, donc qui est justement l'option en fait, par exemple, si on veut soit découvrir un village depuis Medellín, ou bien si on veut faire un arrêt en allant à Salamina, et donc là, on va pouvoir éviter un peu les lieux plus touristiques de la région du café, donc Salento, la Vallée de Cocora, on va pouvoir faire un petit circuit pour éviter ces lieux-là. Donc, à Hardin, c'est un très joli village avec tout aussi coloré en fait que Salento, Finlandia, dont on a un peu plus l'habitude. C'est un village un peu plus authentique dans un sens parce qu'il y a quand même moins de tourisme. Et sur place, on peut faire pas mal d'activités qui vont se ressembler également aux activités qu'on pourra faire dans la région du café. Donc, on a des randonnées. On peut également faire de la tyrolienne, surtout si par exemple des voyageurs veulent découvrir un peu le côté tyrolienne dans les airs, ou s'il y a des enfants qui veulent avoir une activité un peu plus dynamique, un peu plus ludique. On a aussi du canyoning. Avec les randonnées, on peut accéder à différentes cascades. Donc, on a la cascade qui est dans une grotte un peu qui s'appelle la Cueva del Esplendor, par exemple. On a également une possibilité de balade à cheval, et on aura deux tours un peu plus, on va dire, culturels et locales. Donc là, ça va être le tour d'apiculture et la finca de café. Donc Jardin, c'est vraiment une très bonne option depuis Medellín, et on a également une option similaire qu'on n'a pas notée ici mais qui s'appelle Jericho, qui va également on va pouvoir faire un arrêt par exemple entre Medellín et Salamine. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné Villa de Leyva, qui est au nord de Bogota, qui est devenue avec le temps de plus en plus touristique, et notamment les week-ends où tous les Bogotanais, donc habitants de Bogota, vont passer le week-end à Villa de Leyva. On a deux alternatives, Mongui et Honda, qui sont pas au même endroit, mais qui sont Mongui est à 3h45 environ de Bogota, donc plus ou moins le même temps que Villa de Leyva, et Honda est à 4 heures, voilà, donc c'est par la route, hein, il n'y a pas de vol, et ce sont deux petits villages très mignons, pas du tout touristiques. On a des options d'hôtel assez réduites parce que, comme je vous dis,
pas touristique, donc on n'a pas non plus de guide traducteur francophone et anglophone sur place. Donc ce sera plutôt de l'hispanophone ou alors faire venir un guide depuis Bogota. C'est deux petits villages où on peut voilà, y rester 2 nuits. Honda, ça permet aussi depuis Bogota pour les personnes qui voudraient éviter de prendre des vols de faire Bogota, Honda, la région du café ou Medellín. Ce sont des trajets un peu longs, entre 4 et 5 heures de route, mais voilà, pour les personnes, les voyageurs qui voudraient pas prendre de vol. C'est de petits villages très mignons. À Mongi, on a le Paramo d'Oceta, bon, qui est actuellement fermé. Il y a le paramo de Sinkunsi qu'on peut visiter, faire des marches. Donc, il faut avoir une bonne comment on dit, capacité physique. Enfin, voilà, faut être de bons marcheurs. Les paramos, c'est vraiment en altitude, plus de 3000 mètres. C'est des marches qui durent entre 3 et 5 heures, suivant le niveau, suivant les pauses. Visiter tous les petits villages environnants. On peut faire des balades à cheval, des cours de cuisine, de la pêche, des city tours. Voilà, c'est des super options, vraiment pas touristiques. Encore une fois, plutôt pour des voyageurs pas trop exigeants parce que on n'a pas un niveau, c'est des prestataires qui sont pas énormément habitués au tourisme. Donc, que ce soit dans les hôtels ou pour les guides, c'est voilà, pas exactement le même niveau qu'à Villa de Leyva où il y a 150 guides francophones et qui font ça toute l'année. Donc, proche de Carthagène, souvent les voyageurs aiment bien avoir aussi un peu de temps à la plage. Donc, souvent, on propose les îles du Rosaire ou l'archipel de Barou. Mais ce sont des îles qui sont quand même très, très, très utilisées. Il y a énormément de voyageurs qui vont là-bas. On essaye toujours de prévenir que justement, ça va être des très belles îles, mais trop utilisées. Une autre option va être Providencia. Providencia, c'est une île, on ne peut pas y accéder par bateau. Donc, en fait, depuis Carthagène, Bogota ou un peu toutes les grandes villes de Colombie, on peut avoir un vol direct jusqu'à San Andrés et ensuite de San Andrés à Providencia reprendre un vol. Faut prendre en compte que c'est quand même plusieurs vols. C'est pas comme justement les îles du Rosaire, on peut y accéder par bateau. Là, c'est au moins 4 vols aller-retour. Mais il y a quand même beaucoup de charme. C'est un peu différent des îles du Rosaire. On n'aura pas le côté trop touristique et on va avoir des hôtels de différents niveaux. On a 3 options principales. Une qui est une très bonne option, plutôt sur du 3 étoiles, et 2 options un peu plus simples, mais où le confort est là. Providencia, donc en termes d'activité, on va voir comme pour les îles du Rosaire du snorkeling, des tours en bateau. Là, ça va être le tour sur les îles environnantes. On a aussi la possibilité de faire des randonnées, parce que justement, c'est vraiment une île plus éloignée qui va être d'ailleurs au large du Nicaragua. Donc, on peut faire des randonnées. On a la possibilité, avec un hébergement, de faire une baignade avec des chevaux rescapés. Parce que justement, là-bas, il y a aussi encore des chevaux. Et on a de la plongée. Donc, on peut voir ici Marius qui était allé justement faire son partie en reconnaissance et a pu découvrir la plongée sur place. On peut voir pas mal d'animaux marins différents. Donc, il y a beaucoup d'espèces de poissons et bien sûr des requins ou des étoiles de mer. Et enfin, on peut aussi faire de la pêche au harpon. Voilà, donc on vous a présenté globalement dans la première partie les régions isolées, méconnues qu'on a peu tendance à proposer aux clients et ensuite des alternatives. Donc, on vous en a présenté quelques-unes, bien sûr, il y en a plus, mais on n'a pas le temps de vous parler de tout. Ce sont les principales et surtout les nouveautés qu'on a découvertes au cours de l'année dernière suite à nos voyages de reconnaissance pour proposer des alternatives à des destinations qui sont devenues trop touristiques et qu'on ne souhaite plus mettre en avant. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu de quelques informations importantes. Pour les vaccins, on a besoin uniquement de la fièvre jaune et ça sera seulement dans la région du Caño Cristales et en Amazonie. C'est le seul vaccin qui va être obligatoire dans toute la Colombie.
En termes de sécurité, donc de toute manière, nous, ce qu'on a l'habitude de faire, ça va toujours être de proposer des régions qu'on a au moins visitées, qu'on connaît. On parle souvent avec nos prestataires pour être sûr que tout se passe bien dans chacune des régions et on va pas proposer les régions qui sont plus connues pour le côté justement sécuritaire. Donc ces régions-là sont en général les régions frontalières avec le Venezuela ou avec l'Équateur, par exemple. Et récemment, on a également parlé avec notre prestataire dans le sud de la Colombie, où il y a une région qui s'appelle Tierra Adentro, qui en ce moment, il y a quelques soulèvements des populations. Donc pour le moment, on a décidé de ne plus la proposer. On pourra voir, c'est quelque chose qui n'est pas immuable, qui peut changer au cours du temps. Donc on pourra voir sur les prochains mois. Euh, En termes pour les clients, là, au niveau de l'argent, donc c'est important soit qu'ils regardent en amont avec leur banque s'ils peuvent retirer sans frais, ou bien qu'ils amènent des euros sur place. Et du coup, en général, il y a toujours une visite à Bogota le premier jour, donc qu'ils puissent découvrir la ville. Et également, le guide va les amener justement au distributeur ou au bureau de change pour pouvoir les aider à faire ces processus-là. Et Pardon, parce qu'il n'y a pas de distributeur dans toutes les régions dont on vous a parlé dans la première partie, il y aura impossibilité de payer et en carte bleue et de retirer de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on vous mentionne ça, pour que les voyageurs soient prévenus de retirer suffisamment d'argent. Pour leurs dépenses, en fait, c'est plutôt s'ils veulent acheter des souvenirs, etc. Parce que comme on vous a dit, c'est des packages où la nourriture est inclus, les guides, etc. En termes de communication sur place, donc nous, notre agence, on a un téléphone d'urgence. On est vraiment disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque concepteur voyage se l'échange une semaine sur l'autre. Et notre but, c'est d'être là pour les voyageurs. Et on va également leur envoyer les cartes d'embarquement par ce biais-là. À leur arrivée en Colombie, si jamais ils ont besoin d'avoir une carte SIM, on peut les aider par le guide, justement, que ce soit à Bogota, à Medellín, ou on va dire dans les grandes villes du moins, qui puissent les amener pour qu'ils puissent acheter une carte SIM. Et on offre également des cadeaux à chaque voyageur. Donc, c'est-à-dire à leur arrivée en Colombie, ils vont recevoir un kit cadeau qui se compose de produits fabriqués en Colombie, des produits locaux. On a par exemple du miel qui est fabriqué dans la région. On a également des carnets à base de papier de fique, donc qui est une plante et qui se trouve à Barichara. Donc voilà, ça va être vraiment un kit vraiment basé sur tous les produits locaux. Et enfin, on voulait également vous dire qu'on a des lieux ne plus proposer, qu'on ne va plus proposer en haute saison. Parce que justement, on a vu, c'est l'année dernière et en fin d'année, que c'était des lieux surutilisés, la Vallée de Cocora et le Parque Tayrona, qui ont, qui, qui sont victimes, on va dire, de leur connaissance, de leur célébrité, on va dire, à l'international, et où justement c'est des files d'attente, même pendant qu'on visite ces deux vallées, cette vallée et ce parc. Donc on préfère éviter d'imposer ça aux voyageurs et on préfère leur proposer des alternatives qui vont pouvoir connaître et découvrir ces régions. Quand on dit donc haute saison, c'est entre le 15 décembre et le 15 janvier globalement, et les 15 premiers, la première quinzaine d'août, où, comme Amélia vient de le dire, on a reçu des commentaires négatifs nombreux cette année. Donc on s'est dit que voilà, c'était plus possible, on voulait plus proposer ces régions. Donc bien sûr, si l'occasion se présente et que vous avez des voyageurs qui veulent absolument, on trouvera ensemble les arguments, on vous aidera à argumenter pour dire que non, la vallée de Cocora, vous allez être déçus parce qu'il y a des files d'attente, etc. Alors que si vous allez à Salamina, vous faites un peu plus de route, mais vous serez seul au monde. Donc voilà, le moment venu, bien sûr, on vous aidera à argumenter tout ça, mais on a vraiment pris cette décision-là. Et un dernier point sur un peu que mettre dans son sac à dos, surtout pour les régions isolées par exemple, ou les randonnées. Donc principalement, ça va être des vêtements de randonnée. Selon les régions, amener son maillot de bain, bien sûr, pour pouvoir en profiter. On sait que la Colombie, même quand on est hors saison des pluies, il se peut qu'il y ait des averses, donc toujours avoir un imperméable. Le soleil est assez fort, donc une crème solaire. On fait attention aux moustiques, donc aux anti-moustiques.
amener une gourde avec de l'eau, à savoir qu'en général, depuis Bogota, on offre toujours une gourde aux voyageurs, des chaussures de marche et bien sûr une casquette ou un chapeau pour se protéger du soleil. Voilà, on a un peu dépassé le temps imparti, mais on voulait vous faire une présentation bien complète. Ouais, merci à toutes les deux pour nous avoir présenté ces belles régions et ces belles alternatives. J'ai très envie d'aller dans les Llanos rencontrer les cow-boys colombiens. Eh bien, pour le coup, on a déjà deux questions dans le chat, donc je vais vous les poser. Alors, une question de Kevin. Donc, à Putumayo, est-ce que Putumayo est sécurisé car la région est en rouge sur le site du MAE? Oui, alors, beaucoup de régions sont en rouge. Si vous regardez sur le site de l'ambassade ou des ministères, oui, c'est tout à fait sécurisé. Comme on vous l'a dit, Amélia, on n'enverrait pas des voyageurs dans des zones où on sait qu'il y a des problèmes au niveau de la sécurité. Donc, non, non, tout va bien. On a eu des voyageurs qui y étaient il y a quelques mois. Voilà, encore une fois, une région un peu route, mais au niveau de la sécurité, on n'a aucun problème et on a des prestataires fiables sur place qui nous préviendraient s'il y avait le moindre souci. Très bien. Une question de Gabriel. Le lodge La Candelia est dans quelle partie des Llanos? La Alors, Candélia, j'ai peut-être mal Euh, prononcé. et nous, on n'a pas de lodge qui s'appelle comme ça. Il y a le Savannah Lodge, qui est l'option luxe. Je ne sais pas si Gabriel euh, précisé, mais Ou on n'a c'était qu'à peut-être dans une autre. s'habituer. c'est peut-être le Calanoa en Amazonie. Bon, bah, en tout cas, on pourra revenir dessus. Ah, pardon. J'ai un devis en cours avec ce lodge proposé dans les Llanos. La Oups. Candelia. Candelia. Oui, Euh, Candeli2LA. ok, ça me dit rien. Je ne sais pas si on parle de Gabriel début, début, mais si ça doit être Océane qui a dû te proposer ça. Je vais voir avec elle, mais je t'avoue que là, comme ça, de mémoire, ça me dit rien. Eh bien, on revérifiera du coup après le webinaire et puis on pourra répondre à cette question par email, j'imagine, ou que Océane du coup se rapproche par email. J'ai une autre question. Hop. Alors, à quel type de voyageurs conseillez-vous ou proposez-vous ces sites hors sentier battu? Est-ce qu'il faut être vraiment un grand aventurier? Est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière? Alors, ça va dépendre un peu des régions. En général, par exemple, pour les régions vraiment reculées, il faut avoir quand même une envie de découvrir la nature, la faune et la flore. Il n'y a pas forcément besoin d'être un grand aventurier, à part, comme disait Emeline, dans le Putumayo, ou dans des régions vraiment où on n'a pas des options d'hébergement plus confort. Mais faut avoir le côté où on a une bonne condition physique, par exemple dans le Guaviare, en Amazonie, quand on va faire un peu des randonnées ou des excursions où justement il fait chaud, donc il faut savoir tenir à la chaleur et aux activités physiques. Mais sinon, le côté aventurier, c'est pas un besoin requis, on va dire. D'accord, très bien, merci. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à nous poser des questions dans le chat. J'ai oublié de préciser, mais voilà, je me les lirai et Emeline et Amélia se chargeront d'y répondre. Euh, une autre question, est-il possible de combiner le choco et le guaviare dans un même voyage? Alors, oui, c'est Mhm. possible. Mais comme on vous l'a dit, toutes ces régions isolées impliquent au minimum deux vols. Impliquent deux vols en fait. Donc pour aller et dans le Choco et dans le Guaviare, il faudra déjà quatre vols juste pour s'y rendre. Et depuis le Choco, on y accède depuis Medellín, le Guaviare depuis Bogota, donc il faudra aussi prendre un vol Bogota-Medellín. Ça fait beaucoup de vols et ce sont des régions qui sont un peu chères parce que c'est 4 ou 5 jours, enfin entre 3 et 5 jours où tout est inclus. Donc bon, forcément, ça inclut les repas, les guides, les entrées, etc. Mais voilà, c'est des régions qui ne sont pas données. Donc possible, oui, en sachant qu'il y aura beaucoup de vols dans un seul et même voyage et que ce sera voilà, pour des voyageurs qui auraient un budget assez élevé. D'accord, très bien.
Eh bien, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les écrire dans le chat. Et puis, si aucune question ne survient, euh, eh bien, on terminera notre live des experts ici. Bon, la Colombie, c'est quand même un très grand pays, effectivement assez complexe. Ah, voilà, j'allais enchaîner, mais du coup, je reviens sur le chat. Alors, une question de Christine. La Guajira est une région que vous proposez régulièrement. Est-ce toujours hors sentier battu? Oui, alors on a décidé de pas en parler, c'est vrai, dans ce webinaire, mais c'est un peu le même format, c'est aussi sous 3-4 jours. Amélie a eu la chance d'y aller l'an dernier et justement on a un nouveau prestataire qui propose des activités axées sur les rencontres avec la communauté Wayuu, beaucoup plus qu'avant. Donc on peut, Amélie d'ailleurs peut en parler, elle a dormi dans une famille Wayuu. Bon, pour dormir dans la famille Voyou, c'est quand même ça va vraiment dépendre des voyageurs. Là, on va parler du côté aventurier, parce que justement, c'est un confort bien plus sommaire, où on dort dans des hamacs. Là, il n'y avait pas vraiment les basiques dont on a l'habitude dans les hôtels, pas de salle de bain, pas de toilettes, donc il faut s'habituer. Mais sinon, hors cela, on peut quand même visiter cette famille de jours, par exemple, pour avoir le côté vraiment rencontre et qui est super intéressant. La Guajira, après, il faut prendre en compte que c'est quand même beaucoup d'heures de route parce qu'en fait, tous les jours, on va visiter, on va continuer de voir d'autres endroits de la Haute Guajira qui sont en général à 4 5 heures de route et c'est pas vraiment des routes goudronnées. Là, ça sera des chemins. Il faut Dans le faire attention à sable. ça. Voilà, ça va bouger. Euh, et sinon c'est une très belle région, mais et voilà, il faut prendre en compte un peu ces éléments-là qui ne correspondent pas à tout le monde. Est-ce que tu peux nous parler des activités que tu as faites justement avec la famille dans la Guajira, juste pour nous décrire un petit peu en quoi consiste cette rencontre? Alors, l'activité, on va dire, plus basique, c'est dans la Guajira, les Wayuu, la communauté indigène des Wayuu, ont l'habitude de tisser des sacs, donc qui s'appellent les mochilas. Donc, on va apprendre en fait à tisser. En général, on essaye de faire une petite mochila et la matriarche de la famille est avec nous et va en faire une vraiment en 1 heure, alors que nous, c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est donc ça, voilà, ça va être ça. Ça va être aussi pouvoir cuisiner un repas typique avec eux. Quand on reste la nuit, on va aussi cuisiner le petit déjeuner, le dîner. On peut discuter avec toute la famille. Les enfants, en général, en jeune âge, ne parlent pas forcément tous espagnol. Donc là, ça va être de découvrir des jeux avec eux. Après, quoi qu'il se passe, on a quand même des guides anglophones et francophones qui vont nous aider. Et la matriarche et les adultes, on va dire, de la famille savent parler, bien sûr, espagnol. Très bien, moi, ça a l'air d'être une belle rencontre. Et c'est vrai que la Colombie a cette richesse d'avoir beaucoup de communautés que d'autres pays n'ont pas. Donc c'est toujours un très beau, une très belle destination pour les voyageurs qui souhaitent vraiment faire des rencontres en fait lors de leur voyage. Très bien. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas si voilà, le clavier vous brûle les doigts, vous pouvez encore me lancer une question. Bien Et sûr, on puis, est disponible si vous avez des questions a posteriori par mail, n'hésitez pas, hein, ou comment vendre, proposer ces régions qu'on vous a présentées, on sera disponible pour vous répondre, bien entendu. super, bah merci beaucoup. En tout cas, nous, on vous envoie le replay par email et puis le PDF de cette présentation. Comme ça, vous pourrez retrouver les informations, les hôtels qui ont été cités et éventuellement quelques petits liens vers des circuits qui vous permettront, vous aussi, de relier les activités, ces sites et ces régions hors sentiers battus avec des circuits. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et puis on se retrouvera pour le prochain live des experts, j'espère, et ce sera en avril avec Terra Guatemala. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci à Au tous pour revoir, votre bonne participation. journée. Au revoir.